Avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse, la victoire dans la nuit de Rafael Nadal face à Novak Djokovic en quart de finale de Roland-Garros. Ici, c'est Rafa en français dans le texte, s'il vous plaît. Marca, le quotidien sportif espagnol, exulte. Rafael Nadal a donné une leçon à Novak Djokovic, l'a renvoyé chez lui et prouvé qui est le roi incontesté de la Terre. Nadal bat Djokovic lors d'une aube volcanique et le pays compare la rivalité entre les deux joueurs à celle qui opposa jadis les champions d'échecs, Karpov et Kasparov. Vous n'étiez pas née, Pauline. Prochain rendez-vous pour Rafael Nadal, la demi-finale vendredi face à l'Allemand Alexander Zverev. Sportive, elle sera, Hélène, l'audition cet après-midi, ici en France, au Sénat, des ministres de l'Intérieur et des Sports pour s'expliquer sur les incidents du week-end dernier. Au Stade de France, là on parle de foot. Le fiasco de la finale de la Ligue des Champions fait de nouveau la une ce matin du quotidien Libération, toujours très remonté contre Gérald Darmanin, qui l'accuse carrément de mentir, d'où le nez de Pinocchio. Darmanin refake le match. Libé ne croit pas aux chiffres martelés par le ministre de l'Intérieur de 30 000 à 40 000 personnes sans billets ou munis de faux billets aux abords du Stade de France samedi soir. Un chiffre infirmé notamment par la RATP et des observateurs, selon le quotidien. Incident au Stade de France, affaire Damien Abad. Alors que les difficultés s'accumulent pour le nouveau gouvernement, les Échos font état d'une autre mauvaise nouvelle. L'accélération de l'inflation en France, plus 5,2% en un an, un chiffre sans précédent depuis 1985. Tout cela, évidemment, tombe on ne peut plus mal pour Emmanuel Macron et sa majorité à 12 jours maintenant du premier tour des législatives. Après un mois de silence, le président se serait résolu à revenir sur scène, d'après l'opinion, où le dessin de cas qu'on le voit montre Elisabeth Borne, la première ministre, exprimer ses doutes auprès d'Emmanuel Macron. Tu étais censé profiter de ton élan. À la une également ce matin, la poursuite, on en parlait dans le journal, de l'offensive russe dans le Donbass. Les troupes de Moscou semblent sur le point de prendre le contrôle de la ville clé de Severodonetsk. The Independent fait état de bombardements russes incessants et d'un bain de sang dans la région. Et le quotidien britannique s'alarme de voir Severodonetsk devenir une autre Mariupol, la ville du sud de l'Ukraine, tombée aux mains des Russes il y a 10 jours environ. Presque 100 jours après le début du conflit, la résistance ukrainienne s'effrite face à l'intensification des attaques de l'armée russe, annonce ce matin le gratuit 20 minutes. Dans un long texte publié par The New York Times, Joe Biden promet que Washington va renforcer son soutien à l'Ukraine, notamment, vous l'avez dit, via la livraison de systèmes de missiles plus avancés. Dans le même temps, le président américain assure que les États-Unis ne cherchent pas une guerre entre l'OTAN et la Russie, je le cite. Bien que je ne sois pas d'accord avec M. Poutine et que je trouve ses actions scandaleuses, les États-Unis n'essaieront pas de provoquer son éviction à Moscou, soutient Joe Biden. Quelques mots de l'ouverture aujourd'hui en Turquie de la principale association féministe du pays. L'ouverture du procès de l'ONG Nous stopperons les féminicides, accusés de mener des activités contraires au droit et la morale, totalement passées sous silence par la presse turque, est présentée par Le Figaro comme une nouvelle manifestation de l'accélération de la répression en Turquie, où Recep Tayyip Erdogan prépare déjà les élections de l'année prochaine. Le Temps explique que les féministes constituent aujourd'hui le dernier rempart de la société civile face au président turc. D'après le quotidien suisse, ces femmes sont les seules, ou presque désormais, à n'avoir pas déserté les rues sous l'effet de la répression de l'après-tentative de putsch de juillet 2016. Le Temps, Hélène, qui consacre sa une à un événement capital outre-Manche dont on va beaucoup parler à partir de demain, les célébrations du jubilé d'Élisabeth II. 96 ans d'existence, 70 ans de règne, une longévité exceptionnelle qui fait des envieux. Donnez-moi le même thé qu'elle boit, demande une cliente dans un salon de thé dans le dessin de Chapat. Élisabeth II paraît-il plutôt adepte du martini, selon la légende. Si les alcools forts lui sont désormais interdits, la souveraine britannique, Pauline, reste une passionnée de corgis au point que ces adorables toutous courts sur pattes devraient jouer un rôle de premier plan lors des célébrations qui débuteront demain. The Washington Post précise que des images de corgis orneront les objets décoratifs de ce jubilé, des oreillers, des tasses, mais aussi des biscuits.
que des sculptures de corgis ont déjà été installées un peu partout dans les rues de Londres et que lors de la procession finale de dimanche, eh bien, une marionnette géante de la reine sera entourée d'une meute de corgis marionnettes. Si les corgis et les célébrations de ce jubilé vous hérissent déjà le poil, sachez que The Guardian a concocté un petit guide de survie à votre intention. Le seul quotidien républicain britannique recommande notamment à ses lecteurs insensibles au charme de la royauté de se réfugier ces 4 prochains jours, j'en perds mon latin, dans des zones inaccessibles à la 3G, la 4G et la 5G. Merci Hélène.